ce jour marque le début d'une grande période pendant laquelle, pendant 30 jours, je vais raconter ma vie à une caméra sans vraiment savoir où est-ce que ça va me mener et en dévoilant très sûrement des choses extrêmement privées que je n'aurais jamais dû mettre sur internet. Quand j'ai commencé à vouloir aller mieux mentalement, je savais qu'il y avait une étape que je ne pourrais pas éviter. Faire la paix avec mon passé. J'ai essayé de reculer l'échéance le plus longtemps possible, mais je devais me rendre à l'évidence. Je n'irai jamais mieux si je ne répare pas ce qui a été cassé. Ça, c'est vraiment un truc que tout le monde sait mais que tout le monde évite. Avant de vouloir changer de vie, avant de vouloir atteindre des objectifs, si tu sens que ça bloque, c'est qu'il y a forcément un truc dans ton passé que t'as pas digéré ou que t'as pas soigné. Et à ce moment-là, la seule chose à faire, c'est d'aller voir dans ton passé pour voir ce qui justement n'est pas passé et ce qui t'empêche maintenant d'avancer. Pour faire ça, il y a plein de méthodes. Il y en a qui vont voir des psys, il y en a qui veulent parler à des amis, il y en a qui font de l'hypnose, il y en a qui font des bails avec des pierres. Moi, j'ai choisi de faire ce qu'on appelle le shadow work. Le shadow work, c'est une méthode qui consiste à se poser des dizaines de questions permettant d'aller creuser dans ses émotions, dans son passé et dans son subconscient, afin de trouver les causes de nos pensées négatives ou de nos blocages. Le shadow work, ça permet de rechercher et d'exprimer les parts de nous qui sont enfouies, les traumatismes qu'on a préféré oublier, mais qui continuent de nous embêter au quotidien. Le but étant de faire la paix avec soi-même, d'apprendre à mieux se connaître et de pouvoir prendre un nouveau départ sans se faire miner par les douleurs passées. Et qui de mieux qu'une pro du shadow work pour m'éviter de faire plein de conneries. Avant de commencer mon expérience, avant de faire cette vidéo, je suis allée demander des conseils à une pote qui s'appelle Ludivine Hart. Elle a une chaîne YouTube et un compte Instagram sur lequel elle parle beaucoup de loi de l'attraction et de shadow work. D'ailleurs, il y a pas si longtemps, on avait fait une vidéo ensemble, je la mettrai dans la description. Coucou Ludivine, j'espère que ça va. C'était juste pour te dire que bientôt j'allais faire une vidéo sur le shadow work et je voulais savoir si t'avais des conseils à me donner ou à donner à mes abonnés, histoire qu'on fasse pas n'importe quoi. Alors je vais essayer de faire très rapide parce que je ne veux pas prendre trop de temps de la vidéo. J'ai commencé personnellement fin 2019, début 2020 et je n'ai toujours pas terminé. Donc le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'être patient. Patient avec la pratique mais aussi avec vous-même. Surtout ne vous jugez pas pour ce que vous ressentez, laissez parler vos émotions. Et que vous le faites à l'oral ou à l'écrit, peu importe, mais surtout ne vous restreignez pas. Dites tout ce qui vous passe par la tête et n'essayez surtout pas de le faire rapidement. C'est très dur émotionnellement, donc prenez autant de pauses que vous avez besoin et si vous ne le faites pas tous les jours, ce n'est pas grave. Ensuite, comme c'est quelque chose d'assez dur, je vous conseille, si vous le souhaitez bien entendu, de trouver une personne de confiance avec qui vous pouvez parler sans filtre, que ce soit un ami ou une amie, quelqu'un de votre famille ou même quelqu'un de professionnel si ça vous tente. Ok, merci beaucoup Ludivine. Cette vidéo, c'est un mois de ma vie. Un mois pendant lequel j'ai essayé de m'en sortir et un mois pendant lequel je suis allée fouiller dans mon passé pour essayer de réparer les choses. Alors je tiens juste à signaler que je me suis pris une averse de ouf avant de filmer cette partie de vidéo, donc si je ressemble à rien et si mes cheveux sont en bordel, voilà, c'est pas ma faute. Bref, c'est en ce jour pluvieux d'un vendredi 8 avril à très précisément 17h51 que nous commençons notre premier jour de travail sur le shadow work. Alors je suis un peu bête parce que... Attends, je suis très mal installée. Ouf! Je suis un peu bête parce que j'ai pas du tout regardé les questions avant, enfin je les ai regardées au tout début quand j'ai commencé à préparer la vidéo, mais j'ai pas re-regardé les questions. Du coup je sais pas du tout à quoi je vais répondre. Je sais même pas si ça va être bien de faire ça face à la caméra parce que techniquement t'es censé écrire les réponses dans un journal, mais j'avais la flemme d'écrire et de refilmer, bref t'as compris. Du coup, ce jour marque le début d'une grande période pendant laquelle, pendant 30 jours, je vais raconter ma vie à une caméra sans vraiment savoir où est-ce que ça va me mener et en dévoilant très sûrement des choses extrêmement privées que je n'aurais jamais dû mettre sur internet. Faut juste que je retrouve les questions sur l'Instagram de Ludivine. Alors, premier jour, on commence doucement. Comment vous sentez-vous honnêtement aujourd'hui ? Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo déjà ? Honnêtement, je me sens pas super bien. Et c'est pas juste aujourd'hui en fait, c'est depuis assez longtemps. C'est pas quelque chose dont je parle forcément sur YouTube parce que je sais que personne vient sur internet pour voir des gens se plaindre. Et même moi ça me saoule en fait de me plaindre, donc c'est pas forcément quelque chose dont j'ai envie de parler. Mais honnêtement, ça va pas bien du tout. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre une pause pour moi, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un peu tout ce chemin de rétablissement mental. C'est parce que j'en suis arrivée à un point dans ma vie où ça va pas et je sais que je vais pas pouvoir continuer, je sais que je vais pas pouvoir aller de l'avant ou même juste me lever demain matin si je fais rien. J'en suis arrivée à un point où j'ai vraiment des idées très noires et j'en suis arrivée à un point où je ne vois plus l'avenir que comme un mur qui se dresse face à moi.
Et j'ai pas envie d'en parler aux gens, et par gens j'entends les gens de mon entourage, mes amis, etc. Parce que j'ai toujours été toute ma vie la personne qui prenait tout pour moi, j'ai toujours été la personne vers qui les gens se tournaient quand ils avaient des problèmes. Du coup je me vois pas aller demander des conseils. Parce que si je m'effondre, il y aura personne pour me rattraper, vu que c'est moi qui rattrape tout le monde. Et ça c'est vraiment le genre de pression que j'ai sur les épaules depuis que j'ai quoi, 6 ans 7 ans. Du coup je peux juste pas lâcher. Et c'est ça qui me tue en fait, c'est cette espèce de pression constante que j'ai sur moi. Et parallèlement à ça, en fait, j'oscille entre des phases d'extrême ambition qui deviennent très vite toxiques et des phases de laisser-aller total où je fais des crises d'angoisse mais pas possible à cause du coup des phases d'ambition que j'avais avant. Donc pour répondre à la question comment ça va en général, aujourd'hui ça allait plutôt bien parce que j'ai passé une bonne journée, je suis allée au cours Florent, les gens étaient cool, tout allait bien. Mais au fond, je sais que si je commence à réfléchir à mes problèmes, et là j'ai pas envie de m'étaler parce que j'ai pas envie de m'effondrer en larmes devant la caméra, et bah ça va juste pas en fait. Ah j'ai failli roter, c'était dégueulasse, pardon. Et ça va pas depuis longtemps. Donc pour répondre à la question du jour 1, honnêtement, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui ça va, mais en général, ça va pas. Tadam! C'était la fin du jour 1, je sais pas comment finir. Pra! Hola! Alors on est le deuxième jour et je suis désolée si je parle pas fort du tout, c'est parce que je suis en train de filmer dans les locaux de la boîte de mon mec et ça me stresse, il y a des gens qui passent et là je suis planquée dans une salle de réunion et j'ai très peur qu'on m'entende. Voilà. C'est mieux. Alors, deuxième jour du shadow work et la question d'aujourd'hui est: écrivez une lettre d'excuse, que diriez-vous à l'enfant, à l'adolescent ou au jeune adulte que vous étiez? Qu'est-ce que je dirais à l'enfant que j'étais? Beaucoup de choses, en vrai. C'est compliqué comme question. Je pense que la première chose que je lui dirais, et c'est un truc que je supportais pas d'entendre quand j'étais petite, c'est le fait qu'il est encore un enfant et qu'il ne doit pas se mêler trop vite d'affaires d'adultes. Dans le sens où l'enfance, c'est vraiment un moment où t'es quand même assez privilégié parce que t'as pas à te mêler trop vite de choses qui te concernent pas ou qui concernent plutôt tes parents ou les adultes qui t'entourent. J'ai pas eu cette chance d'avoir une phase d'insouciance très vite, j'ai été mise dans des embrouilles pas possibles, mais je dirais quand même à l'enfant que j'ai été de profiter du fait d'être un enfant et d'essayer malgré tout de chercher une part d'insouciance dans ce qui se passe. C'est compliqué en vrai. Je pense que je dirais à l'enfant que j'ai été de pas s'écraser. Je pense que je lui dirais de pas faire semblant pour faire plaisir à d'autres gens et je pense que je lui dirais de ne pas se laisser passer en dernier. Je pense que je lui dirais que c'est pas grave, c'est un truc qu'on m'a jamais dit mais je lui dirais que c'est pas grave de faire des erreurs. Je lui dirais qu'il a le droit, justement, c'est un gosse, il a le droit de faire des bêtises, il a le droit de faire des erreurs, le monde ne va pas lui tomber dessus à la première occasion. Je pense que je lui dirais qu'il a le droit d'être en sécurité, je pense que je lui dirais que c'est pas à lui de porter tout le monde sur ses épaules tout le temps et je pense que je lui dirais qu'il a le droit d'être en sécurité, qu'il a le droit de demander de l'attention, qu'il a le droit d'être égoïste et de demander à ce que les autres soient là pour lui et que c'est pas toujours à lui d'être là pour tout le monde. Et je pense que je lui dirais aussi qu'il a le droit de se défendre et qu'il doit se défendre. C'est même pas un droit, c'est juste qu'il doit se défendre quand il y a des trucs qui lui arrivent et qu'il doit arrêter de tout prendre sur lui tout le temps. J'étais insupportable quand j'étais petite par rapport à ça. Arrête de tout prendre sur toi. Et en fait, ce que je dirais à l'ado que j'ai été, qui n'est pas si loin, ça me fait très bizarre de dire l'ado que j'ai été alors que j'ai pas du tout l'impression d'être sortie de l'adolescence. Mais je lui dirais la même chose, je lui dirais merde, pense à toi, arrête d'être là pour tout le monde, arrête d'être l'éponge émotionnelle de gens qui, dans la majorité des cas, ne méritent pas ton attention. Et c'est pas à toi de protéger les adultes, théoriquement c'est aux adultes de te protéger, donc arrête de te laisser marcher dessus et arrête d'être là pour tout le monde alors que dans la grande majorité des cas il n'y a pas de retour. Et le courage d'exister et le courage de t'imposer dans ce que tu fais et le courage de faire du bruit et le courage de prendre de la place et le courage d'être là et arrête de t'écraser. Je pense que c'est ça que je lui dirais. Je sais pas du tout si c'était clair, c'était très brouillon dans ma tête, mais j'espère que c'est plus ou moins ressorti de manière cohérente. Je vais quitter la salle parce que je crois qu'il y a des gens qui ont réunion ici et on se retrouve un autre jour. Des bisous les crevettes. Ah!
Est-ce que ça tient? Ok, c'est bon. Alors faut que je me grouille, j'ai un train dans 20 minutes, je suis chez ma mère, j'ai complètement oublié de répondre à la question. C'est parti. Faut que je me détende, sinon on va encore me dire que je parle trop vite. Quel était votre rêve étant enfant? Est-ce toujours le même? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous a fait changer de voie? Mon rêve étant enfant... Ah, ça fait longtemps que je me suis pas posé cette question. Quel était mon rêve étant enfant? Alors, si je remonte à très petite, je voulais être archéologue, mais ça c'est pas vraiment un rêve, c'est un métier que je voulais faire et je pense pas qu'un rêve soit un métier. Il y a des gosses qui rêvent d'être médecin, qui rêvent d'être pompier, ceci, cela, mais faut pas résumer le rêve à ce qu'on veut faire de son avenir. Et je ne dis pas ça parce que l'avenir me stresse. Est-ce que déjà quand j'étais petite j'avais un rêve? Je pense que le premier rêve que j'ai eu étant petite, enfin c'est pas vraiment un rêve, mais j'ai toujours adoré créer des trucs, j'ai toujours adoré créer des univers, j'ai toujours adoré dessiner, j'ai toujours adoré inventer des trucs. Et je pense du coup que le premier rêve que j'ai eu c'était d'écrire un livre en entier, ou de produire quelque chose, ou de dessiner quelque chose, ou en tout cas de retransmettre ce que j'avais dans la tête dans le réel. Après très jeune, j'ai voulu être actrice. Je sais pas si c'est un rêve, mais c'est un truc que je voulais absolument faire. Et encore, c'était pas tant lié au fait de vouloir être une star et tout. Ça avait aucun rapport avec ça. C'était vraiment, pareil, pour pouvoir incarner des personnages, pour pouvoir créer un autre univers, pour pouvoir participer à quelque chose qui n'était pas ancré dans le réel. Parce que le réel m'a toujours fait chier. Pour moi, le réel, c'est extrêmement limitant et il faut savoir voir au-dessus de sa réalité pour pouvoir changer sa réalité. Après, si on revient dans les métiers, j'ai voulu être astronaute, j'ai voulu être astrophysicienne, jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais vraiment pas le niveau en maths et que je fasse un burn-out en seconde. Non, je pense vraiment que si on revient au principe du rêve quand j'étais petite, il y avait vraiment cette idée de création, cette idée de développer des univers qui n'existent pas. Donc, si je devais le mettre en forme maintenant, je dirais que mon rêve quand j'étais petite, c'était d'écrire des trucs et d'inventer des trucs et de peindre des trucs. Et maintenant... En vrai, ce que je fais maintenant se rapproche de ça, parce que j'invente des trucs sur YouTube. Dans le métier que je fais, j'invente des trucs, je suis littéralement payée pour donner des idées. Et à côté de ça, je suis au cours Florent, comme quoi ça se rejoint, je me suis pas trop éloignée de ce que je voulais faire quand j'étais petite. Je pensais être actrice, je suis allée au cours Florent. Je pensais à écrire des trucs, j'écris toujours, même si je publie pas du tout. Je voulais être payée pour donner des idées et quelque part qu'on m'écoute, et c'est ce qui se passe. À un moment, j'ai pensé à être psy. Le souci, c'est que je peux pas être psy, même si beaucoup de gens, enfin tout le monde quasiment, me dit que je suis une très bonne personne pour écouter les problèmes des autres, que je suis de très bons conseils. Je pourrais pas être psy tout simplement parce que toute ma vie, j'ai fait le psy. J'aurais plus la patience. Si j'étais psy, parce que la psychologie m'intéresse, la psychiatrie m'intéresse plus que la psychologie, et je pense que si j'étais dans ce domaine... Ah si, je voulais être médecin quand j'étais petite, voilà, ça y est, je savais que j'avais oublié un truc, mais c'était pas tant un rêve, c'était plus si je me voyais dans le métier, si j'avais voulu avoir un métier là maintenant tout de suite, quand j'avais 6 ans, j'aurais voulu être médecin parce que mon grand-père était médecin, et du coup, ça m'a influencée. En fait, pour moi, le métier idéal, vu que je parle de métier depuis tout à l'heure, c'est plus un métier qui te fait pas ressentir le métier comme un métier, mais un métier qui te fait ressentir ce que tu fais comme un accomplissement personnel. Et c'est là où je me dis que ce que je fais en ce moment, c'est cool, parce que je ressens pas du tout ça comme une pression, je ressens pas du tout ça comme tu dois te lever et aller bosser, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, pas du tout, juste je suis là, et j'aime bien, et je ressens pas du tout ça comme une obligation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je suis méga pressée, je dois partir, bisous les crevettes! J'avoue, au début, le shadow work, ça m'a pas vraiment aidé. Je voyais pas vraiment de changement, je me sentais pas spécialement mieux, et pire encore, ça faisait remonter des trucs que j'avais vraiment pas envie de me souvenir. Entre le jour 5 et le jour 9, j'ai enchaîné les crises d'angoisse, les crises de panique, je m'en sortais pas. Je l'ai pas vraiment filmé, parce que déjà c'est hyper bizarre de se filmer en train de pleurer, je sais pas. Mais en tout cas, le début a été très compliqué. Je suis en train de faire une crise d'angoisse, c'est la 5e depuis le début de la semaine. C'est chaud. Je sais pas si c'est à cause de ce que je fais, si c'est à cause du shadow work ou jour de bail, ou si c'est juste parce que je suis méga stressée en ce moment. Je devais aller en cours aujourd'hui, je devais répondre à une question, mais là je peux pas, du coup je pense que je vais juste aller dormir. Voilà. Et forcément au bout d'un moment, toutes ces questions que je me posais m'ont fait câbler. J'ai décidé de m'en battre les couilles. Alors ce que je vais raconter n'a aucun rapport avec ce que j'étais en train de filmer, n'a aucun rapport avec le shadow work, avec tout le truc que j'étais en train de faire, mais il s'est passé trop de trucs aujourd'hui et je devais statifier ça dans le temps et dire qu'à partir de maintenant, j'en avais plus rien à foutre. Aujourd'hui, j'étais dans une énergie où il y a des trucs qui se sont passés et je me suis dit que j'en avais marre de faire semblant et que j'en avais marre de me cacher derrière des trucs et que j'en avais marre de m'empêcher de faire des trucs et que j'en avais marre de pas arriver à faire ce que je voulais et que j'en avais marre de pas être moi et de me trouver des excuses. Ça me casse les couilles. Et le pire c'est que je fais même pas ça pour moi, je fais ça pour les autres. Du coup, j'ai juste décidé de m'en battre les couilles. Et à partir de maintenant, je vais m'en battre les couilles. Ça va plaire, ça va pas plaire, c'est pas la question. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, faut arrêter avec ça. Et voilà, on va dire qu'à partir de maintenant, on repart à zéro. Et on va s'en foutre.
Et j'espère que cet engagement à être moi-même ne durera pas 4 heures. Je viens de tourner ce bout de vidéo et le micro m'a lâché en plein milieu. Est-ce qu'on peut avoir des applaudissements pour le micro s'il vous plaît? Non, il ne le mérite pas. Je le déteste. Hola! Alors nous sommes le 7e jour et la question est: quelles émotions êtes-vous en train de cacher actuellement? La peur. Il y a beaucoup de choses que j'essaie de cacher. J'essaie toujours de cacher quand j'ai peur et j'ai peur de beaucoup de choses. J'ai peur de l'abandon. Ça commence fort. J'ai peur de l'abandon. J'ai peur des autres. J'ai peur du regard des autres. J'ai peur du jugement. J'ai peur d'être moi-même. J'ai peur de pas y arriver. J'ai peur de l'instabilité. J'ai peur de perdre le contrôle. J'ai peur que tout s'effondre. Et j'ai peur de pas être à la hauteur de ce que je veux. Voilà! Hola! Alors on est le 10e jour. J'ai l'impression, attends, je suis dans un endroit, j'ai l'impression que ça résonne de ouf. Bon, au pire ce sera pas la première fois que mon son sera dégueulasse. Alors là on en est au 10e jour. Bon, en vrai 13e, mais je me suis foirée dans les jours. Du coup on va dire qu'on est au 10e. Et je pensais que c'était un peu le moment de faire un espèce de petit bilan de ce qui se passait. Parce que faut quand même montrer un peu la progression et je me sens mieux. Je sais pas si c'est grâce à ça, je sais pas si c'est grâce à l'environnement, je sais pas si c'est parce que je suis en vacances et que ça fait du bien, je sais pas si c'est parce que c'est bientôt la fin de l'année et que j'ai l'impression de voir un avenir alors qu'avant l'avenir c'était juste un gros mur en face de moi, mais ça va mieux. J'ai l'impression d'être beaucoup plus motivée à vouloir vivre. Et ça c'est quelque chose qui était quand même assez compliqué parce que j'étais dans une phase où je voulais juste mourir. Là j'ai l'impression que j'ai envie de faire des trucs, j'ai l'impression que j'ai envie d'avancer. Peut-être pas dans la direction que j'aurais voulu, peut-être pas comme je l'aurais souhaité, mais je ressens la sensation de devoir prendre du recul et pas forcément d'avoir une vie aussi flamboyante que je l'imaginais quand je me suis inscrite au cours Florent, etc. machin. Plus j'y réfléchis et plus je me dis qu'en fait j'ai besoin de me poser parce qu'il y a eu beaucoup trop de trucs horribles qui se sont passés dans ma vie et en fait à force d'accumuler des trucs, bah t'as plus d'énergie. Et là, j'ai juste besoin d'être dans un endroit stable et d'avoir de la sécurité et c'est ça que je vais rechercher maintenant à partir d'aujourd'hui. Bref, c'est parti pour la question du 10e jour. Est-ce qu'il vous est difficile de demander de l'aide? Et si oui, pourquoi? C'est très très difficile pour moi de demander de l'aide. Extrêmement difficile. Parce qu'on m'a toujours fait comprendre que je devais me sortir de toutes les situations parce que mes parents n'ont jamais été là pour me protéger. C'est plus moi qui ai dû les protéger tout le temps. Déjà il y a un problème d'ego dans l'histoire. J'ai été diagnostiquée, ça se dit plus surdouée, mais HPI quand j'étais petite, zèbre, ce que vous voulez. Et du coup bah quand je demande de l'aide, ça me fait juste ressentir la sensation que je suis pas si intelligente que ça et que je devrais pouvoir m'en sortir toute seule et que si j'étais vraiment HPI, je devrais savoir faire, je devrais pouvoir me démerder, je devrais pouvoir... je sais pas, c'est complètement con en vrai. J'ai beaucoup de mal à demander de l'aide parce que j'ai l'impression que je devrais savoir faire les choses naturellement. Je suis très douée pour beaucoup de choses, en fait c'est ça. J'ai du mal à demander de l'aide parce que je suis très douée très facilement pour beaucoup de choses et j'ai l'impression que si j'arrive pas à faire quelque chose, c'est une honte. J'aime pas demander de l'aide. J'aime vraiment pas ça. Je préfère être là à traîner mon chariot de merde plutôt que demander aux gens de m'aider à le porter. Je crois que j'ose pas demander de l'aide aux gens parce que je fais pas confiance aux gens en général. Comme j'ai toujours eu l'habitude de devoir me sortir toute seule de situations et qu'à chaque fois les gens de mon entourage quand j'étais petite ne faisaient qu'empirer la situation et que c'était moi derrière qui devais ramasser la merde, j'ai l'impression que si je demande de l'aide aux gens et si je délègue, soit ça va pas se faire, soit ils vont faire n'importe quoi, soit ça va être encore pire, soit ça va traîner pendant des heures et des jours et des mois. Je vais roter. Du coup je préfère get the shit done toute seule et au moins être sûre que ce sera fait plutôt que de risquer de confier à quelqu'un ou de demander de l'aide à quelqu'un et de me rendre compte qu'au final c'est quand même moi qui vais devoir me taper le travail derrière. C'est un truc sur lequel il faut que je bosse parce que je pourrais pas continuer toute ma vie à tout prendre sur moi tout le temps, je pourrais pas continuer à prendre toutes les décisions, je pourrais pas continuer à guider tout le temps tout le monde en permanence. C'est un gros problème que j'ai avec mes relations parce que du coup les gens naturellement ils me mettent tout sur le dos parce qu'ils partent du principe que je vais gérer mais au bout d'un moment tu gères plus et là ce que je gère plus c'est ma vie en général. Voilà. Je pense que c'est bon pour le 10e jour. J'ai 12 heures de rush. Je viens d'avoir le
pire coup de stress de ma vie. J'étais en train... En fait, je voulais filmer avec une deuxième caméra parce que j'étais en train de filmer ma vidéo sur le sport. Et je me suis rendu compte que du coup, la carte SD, il n'y avait rien dessus. Et j'ai cru que j'avais perdu tous les rushs de la troisième vidéo quand je suis en train de ranger l'appart. Ah ouais, c'était pas du tout agréable. Du coup, j'ai littéralement couru jusqu'à mon ordi pour vérifier dans le disque dur si j'avais déjà exporté ces rushs là parce qu'ils étaient plus sur la carte SD et je savais qu'ils étaient sur cette carte SD là. Et heureusement, j'ai eu un cerveau et je les ai exportés, mais si je les avais pas exportés, j'aurais été niquée. Ah, c'est sympathique, là je suis... En fait, là je me rends compte de... Ah, je sais plus parler. En fait, là je suis en train de me rendre compte que j'ai pris beaucoup trop de rushs. Et attendez, je vais vous montrer. Bon, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais bon, ça c'est les plans que je dois faire. Et ça, c'est tous les rushs que je dois exporter bien gentiment d'un endroit à un autre. Et il y en a beaucoup trop. Et je sais pas comment je vais me débrouiller pour faire ça au montage, mais je me sens déjà surmenée par tout ce que j'ai à faire. Et là, c'est mon ordi qui se plaint parce que j'arrache toujours les cartes SD. Sinon, on est, je sais même plus quel jour, on est le 13e jour, 12e jour, on est le 2e jour. Ouais, on est le 12e jour. Et la question c'était quelle est votre relation à l'échec, quelle est la définition de l'échec pour vous, vous fait-il peur? Mais j'ai l'impression que j'ai déjà répondu à cette question-là dans le dernier passage, dans le dernier bout que j'ai filmé. Du coup, je vais pas me répéter et je voulais juste dire que j'étais dans la galère. Voilà. Hola! Alors je vous avoue que j'ai grave la flemme de filmer, donc ça va être très bref. Jour 18, voyez-vous le verre à moitié vide ou à moitié plein? Je dirais que ça dépend des situations. Il y a des situations dans lesquelles je vois le verre à moitié plein et il y a des situations dans lesquelles je vois le verre à moitié vide. De toute façon, je pense que tout le monde a un point de vue différent suivant la situation dans laquelle il est. En ce qui concerne tout ce qui est se tirer d'une situation compliquée, en ce qui concerne l'avenir en général, en ce qui concerne, comment est-ce que je pourrais dire ça, l'optimisme, j'ai tendance à toujours voir le verre à moitié plein. Je sais que ça va bien se passer, je sais que si c'est pas la situation idéale, c'est déjà ça, je sais que la situation idéale va arriver, c'est peut-être pas le bon moment, il y a plein de causes pour lesquelles la situation n'est pas idéale pour le moment, mais je sais qu'au long terme, on va s'en sortir et tout va bien se passer. Par contre, en ce qui concerne le court terme, en ce qui concerne la réussite personnelle, en ce qui concerne les biens matériels, en ce qui concerne tout ce qui n'est pas très loin dans le futur et qui ne nécessite pas forcément un travail de longue haleine, j'ai tendance à voir le verre à moitié vide. C'est-à-dire que dans tous les domaines qui nécessitent une action présente, qui nécessitent un travail au quotidien, qui nécessitent que là, maintenant, tout de suite, je me bouge, j'ai tendance à voir le verre à moitié vide. C'est jamais assez, c'est jamais suffisant, c'est pas comme ça, et c'est quelque chose d'extrêmement frustrant. Mais c'est quelque chose que j'arrive complètement à abstraire en ce qui concerne le chemin sur le long terme, parce que je sais qu'au long terme ça va aller, tout va bien se passer, mais au court terme j'y arrive pas et j'ai tendance à me sentir complètement bloquée par la réalité du court terme. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, ça se trouve j'ai fait un énorme hors sujet, mais je suis claquée, il est minuit, je vais aller me coucher. Allez, à la prochaine les crevettes. Bon, ça date. Alors je vais pas mentir, j'ai pris énormément de retard dans cette vidéo pendant les vacances parce que j'avais pas du tout la tête à ça, j'avais pas du tout la tête à filmer, c'était le bordel. Du coup je sais plus du tout à quel jour j'en étais, je crois que j'ai fait le jour 20 et du coup je dois en être au jour 21. Et la question du jour 21, non, on en est au jour 20. Et la question du jour 20 est quelles sont les choses que vous enviez chez les autres et que vous aimeriez avoir? Alors, je suis pas du tout une personne envieuse. C'est vraiment un défaut que je n'ai pas. J'ai énormément de défauts, je supporte pas attendre, je suis quelqu'un de vraiment très impatiente. Mais par contre, envieuse, non. Du coup ça m'embête un petit peu parce que je sais pas trop quoi dire. Qu'est-ce que j'envie chez les autres? Si, il y a un truc que j'envie chez les autres. C'est les gens qui ont tout super facilement. On va dire que dans ma vie, j'ai réussi à manifester des trucs, j'ai réussi à avoir des trucs de manière relativement facile. J'ai pas spécialement galéré en ce qui concerne les objectifs que j'avais, en ce qui concerne la réussite personnelle si je puis dire, mais en termes de vécu, en termes de ce que la vie m'a fait subir, en termes d'épreuves, j'ai pas du tout été gâtée. Et c'est un truc que j'envie un petit peu chez certaines personnes, c'est cette facilité qu'ils ont eue ou ces facilités qu'ils ont eues dès le départ.
Par exemple, les gens qui sont nés dans des familles stables, les gens qui sont nés avec leurs 2 parents, les gens qui sont nés dans des familles protectrices, qui n'avaient pas à prendre le rôle des parents ou qui n'avaient pas à avoir une position dans leur famille qui n'est pas la position d'un enfant ou d'un adolescent. Bref, tous les gens qui ont été épargnés de pas mal d'emmerdes que j'ai eues. Ça c'est un truc, je suis pas envieuse vis-à-vis d'eux, je suis pas jalouse vis-à-vis d'eux, je leur en veux pas, c'est leur vie, chacun a son expérience de vie, mais il y a quand même un petit truc où je me dis que j'aurais préféré ne pas avoir à en chier autant que j'en ai chié. Est-ce que je vais me faire démonétiser parce que j'ai dit chier? Peut-être. Est-ce que ma voisine est complètement en train de me regarder filmer mes vidéos? Oui. Donc voilà, c'est pas vraiment de l'envie, c'est plus... j'aurais préféré moins galérer quoi. Sinon, ouais, en termes de réussite, en termes d'argent, en termes de couple, non, j'en veux pas. Du coup, la deuxième partie de la question qui était pourquoi est-ce que vous n'avez pas ces choses-là, bah non en fait, je suis pas du tout envieuse de ça. Et pourquoi est-ce que j'ai pas grandi dans un milieu stable? Bah parce qu'il y a des milieux pas stables et parce qu'il y a des milliers voire des millions d'enfants en France ou à travers le monde qui vivent dans des milieux absolument pas stables et qui s'en prennent plein la gueule. Voilà, c'est une réalité que beaucoup de personnes oublient parce que tout le monde n'a pas la chance de vivre dans des familles conventionnelles. Ceci étant dit, je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui. Allez, à demain les crevettes. Hola! Bon, alors, comment dire? On va commencer par le début, je vais tout avouer direct. J'ai complètement arrêté de filmer depuis 10 jours. Attends, je vais aller poser ma caméra sur une chaise. Voilà. Du coup, ouais, j'étais censée terminer début mai, on est début juillet, je crois qu'on est le 5, le 6, un truc comme ça. Et le pourquoi j'ai arrêté de faire ça, arrêté de faire tout ce qui est shadow work et tout, c'est déjà parce que j'avais plus le temps. Genre, j'étais saturée de partout, mon emploi du temps, c'était des listes et des listes et des listes de trucs qui n'en finissaient pas. Et le deuxième truc, c'est parce qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'en avais plus besoin. J'en avais plus besoin parce que ça allait mieux en général, parce que j'avais de nouveau envie de faire des trucs, parce que je me suis dit que j'avais pris le plus que je pouvais prendre de cette expérience et que continuer uniquement pour terminer ne servait pas à grand chose. Je vais développer dans le bilan après, je vais dire ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a apporté, si ça m'a fait chier ou pas. Et il y a aussi un autre truc, c'est que je suis très vite lassée des choses et quand il y a un truc qui dure trop longtemps, j'ai envie de passer à autre chose. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis passée à autre chose, j'ai trouvé d'autres moyens d'aller mieux, j'ai trouvé d'autres méthodes entre guillemets. Donc tout ça pour dire que j'ai complètement arrêté de filmer après, je crois, le jour 22. Le truc, c'est que je voulais pas terminer la vidéo comme ça. Ah, je suis en train de voir dans le retour caméra, c'est le bordel derrière, j'aurais dû ranger. Ah, du coup, ouais, je voulais pas terminer la vidéo comme ça, je voulais pas juste faire je sais plus parler, l'enchaînement de moi qui parle de moi pendant X jours et pas donner de conclusion. Il y avait aussi 2 questions auxquelles je voulais répondre parce que j'ai l'impression que la vidéo est hyper négative. Ce que je raconte en général c'est assez négatif et j'avais envie de terminer sur une note un peu plus positive, donc de répondre à des questions dont la réponse serait positive. T'as capté. La première question à laquelle je voulais répondre, c'était citer 5 choses que vous trouvez magnifiques chez vous, 5 choses mentales. Et la deuxième question était écrivez 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. 10 choses magnifiques chez moi mentalement. C'est un petit peu compliqué à répondre, surtout en caméra, parce que j'ai pas envie de me vanter de trucs. Et d'un autre côté, il faut un peu être fier de soi dans la vie. Donc on va y aller. 10 choses dont je suis fière de moi mentalement. Mon imagination. J'ai une imagination de malade, je fais chier tout le monde avec ça. Je peux pas passer une journée sans inventer des trucs. Mon cerveau se barre en couille en permanence. Mais c'est très cool. J'ai une grande capacité d'abnégation. Je sais pas si c'est acquis ou inné, mais je sais que je suis très longue à la détente. J'accepte beaucoup de choses. Je suis pas quelqu'un qui va vouloir se venger, je suis pas quelqu'un qui va vouloir faire du mal aux gens, je suis pas quelqu'un qui va pointer du doigt les comportements de certaines personnes, qui va poser des ultimatums. Je suis capable d'accepter des situations très galères pendant plus longtemps que la majorité des gens. Parce que j'espère toujours que la chose va se régler ou que la personne va s'améliorer. C'est pas forcément positif parce qu'à un moment il y en a qui en ont abusé, mais maintenant j'ai mis des grosses barrières, donc non. C'est plus un truc sur lequel on peut vraiment m'attaquer ou à cause duquel on peut me manipuler. Un autre truc magnifique mentalement chez moi, alors je sais que ça va être très bizarre vu tous les trucs négatifs que j'ai dit dans la vidéo, mais je dirais quand même mon optimisme. Parce qu'au court terme je suis débordée, au moyen terme je suis débordée, mais au long terme, je sais que ça va le faire et je sais que tout va réussir et je sais que tout va bien se passer. Quand je suis dans une situation extrêmement basique,
j'ai l'impression que c'est infaisable et que je vais pas m'en sortir. Mais quand je suis confrontée à des situations mais dans lesquelles tout le monde s'effondrerait et paniquerait, je suis beaucoup trop chill et je sais que ça va bien se passer. Un autre truc magnifique mentalement chez moi, je suis quelqu'un de très bienveillant. Ouais, je pense que je suis vraiment quelqu'un de très bienveillant. Et un autre truc magnifique mentalement chez moi, en vrai je suis quelqu'un de très fort mentalement. Et je dirais la persévérance. Je peux être au fond du trou, mais vraiment au fond du fond du fond du fond, j'essaierai toujours de m'en sortir. Peu importe à quel niveau du fond j'en suis. Je peux être sous l'eau, je chercherai toujours un moyen de m'en sortir. Ouais, je dirais que ça c'est bien chez moi. Enfin c'est bien et c'est pas bien parce que des fois je me pousse vraiment à bout. Mais je suis quelqu'un de très fort et de très... T'inquiète. Je suis quelqu'un de très j'allais dire persuasif, mais c'est pas du tout le bon terme. Et la deuxième question, c'était 10 choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude. Première chose, je suis toujours en vie, alors que très clairement au début de cette vidéo, au début de mars, je pensais que ça allait pas le faire. Du coup je suis quand même très contente d'être encore en vie. Deuxième chose pour laquelle j'éprouve de la gratitude, ma santé s'améliore. Depuis quelques mois je sens que ça va beaucoup mieux. Santé mentale et santé physique, ça va beaucoup mieux et du coup je vais dire deux trucs, j'éprouve énormément de gratitude pour ça. Quatrième chose pour laquelle j'éprouve de la gratitude, je vais dire l'endroit dans lequel je vis parce que ça a été pire. Et même si c'est pas la situation idéale dans laquelle je voudrais être, ça va. Il y a pire comme situation. Cinquième chose pour laquelle j'éprouve de la gratitude, je dirais l'année que j'ai passée au cours Florent parce que j'ai rencontré des gens incroyables. Je suis une grosse flippette en ce qui concerne les relations sociales. Et cette année, ça s'est extrêmement bien passé et j'ai rencontré plein de gens extrêmement bienveillants. Cœur sur vous si vous regardez cette vidéo. Sixième chose pour laquelle j'éprouve de la gratitude, je dirais... Je dirais quand même ma capacité à persister malgré les événements, malgré tout ce qui se passe dans ma vie. Septième chose pour laquelle j'éprouve de la gratitude, mon copain que j'ai rencontré, enfin avec qui je suis fiancée maintenant, c'est vraiment une personne incroyable, c'est le plus bel humain que je n'ai jamais rencontré sur terre, plus beau physiquement, mentalement, spirituellement, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Et je pense que je ne m'en serais pas sortie sans lui, très clairement. Huitième chose pour laquelle j'éprouve de la gratitude, on est en vacances, et ça c'est très cool, et il fait beau. Et je me sens vraiment mieux quand il y a du soleil, donc je suis très contente qu'on soit sorti de l'hiver et je suis très contente d'être restée là jusqu'à l'été. Neuvième chose pour laquelle j'éprouve de la gratitude, je m'accepte beaucoup mieux dans mon corps, maintenant qu'avant. C'est pas encore ça, j'ai pas encore atteint le corps idéal que je voudrais avoir, aucun rapport avec les canons de beauté d'ailleurs. Je vais mieux dans mon corps, je vais mieux physiquement. Je reconnais beaucoup mieux mon visage, j'ai moins de problèmes de dysmorphophobie, j'en avais parlé dans une vidéo, c'était vraiment un truc qui me tuait. Mais maintenant quand je me regarde dans un miroir, je me dis ça va, je me vois plus complètement difforme. Et neuvième chose pour laquelle j'éprouve de la gratitude, je dirais l'accueil que j'ai sur YouTube. Peu importe ce que je propose sur ma chaîne, peu importe ce que je fais, peu importe si je m'absente 8 mois, si je disparais sans donner de nouvelles, j'ai le nez qui coule, il y aura toujours plein de gens qui seront là pour aimer mes vidéos, pour commenter, pour me donner de l'amour, pour me donner de la force. Et ça, c'est vraiment un truc incroyable. Je pensais vraiment pas que ça me toucherait autant de revenir sur YouTube. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait autant de gens qui seraient toujours là à regarder mes vidéos, à vraiment aimer ce que je fais. C'est quelque chose en ce moment que je fais qui est très différent de ce que je fais d'habitude et je flippais vraiment de publier ça sur YouTube. Même là, la vidéo, je sais que je vais faire le montage tout à l'heure, je flippe de la mettre en ligne parce que je sais que c'est une vidéo extrêmement personnelle. Mais d'un autre côté, je sais que ma communauté est extrêmement saine et extrêmement bienveillante et je sais que je fais ça pour aider des gens. Et des fois, je reçois des DM de certaines personnes que j'ai aidées et qui me disent très clairement que je leur ai sauvé la vie et que je les ai aidées quand elles étaient au plus bas. Et c'est vraiment un truc, mais c'est pas descriptible quand tu l'as pas vécu. Donc voilà, ça c'est le 10e truc pour lequel je suis très reconnaissante, c'est votre présence là, sur YouTube. Et l'amour que je vous donne et l'amour que vous me donnez. Et maintenant, on va faire le bilan. Bilan de cette expérience avec le shadow work. Ça c'est mon doudou. Bilan de cette expérience avec le shadow work. Est-ce que ça a marché? Objectivement, oui. Déjà ça a fonctionné parce que quand j'ai commencé tout ça, j'étais vraiment au bout de ma vie, j'étais désespérée, il fallait que je trouve un moyen d'aller mieux. Et vraiment, là, ça va. Ça fait bizarre de le dire, mais objectivement,
En ce moment, ça va beaucoup mieux. Entre maintenant et mars, c'est le jour et la nuit, il n'y a plus rien à voir. Est-ce que c'est uniquement dû à ça? Est-ce que c'est dû à d'autres choses qui se sont passées à côté? Est-ce que c'est dû au travail que j'ai fait sur moi-même en parallèle? Peut-être, mais je suis sûre que faire ce cheminement, ce shadow work m'a aidé. Est-ce que ça fonctionnerait pour tout le monde? Ça dépend. Mais je pense qu'il y a des moments dans ta vie où il y a trop de choses qui se sont passées, où tu te sens un peu perdu, ou soit parce que t'as suivi un chemin qu'on t'a dicté, soit parce que au contraire tu sais pas du tout vers où aller maintenant. Il y a des moments dans la vie où il faut se poser des questions. Il y a des moments où on sent qu'on est bloqué, qu'on a envie d'avancer, mais qu'on est retenu par quelque chose de passé. Et dans cette situation-là, oui, le shadow work peut énormément aider. Après, évidemment, c'est pas la seule méthode, c'est une méthode qui a fonctionné pour moi, c'est une méthode qui, je pense, fonctionnerait pour une grande majorité de personnes, mais c'est pas la seule méthode. Et il faut pas uniquement se reposer sur cette méthode. Il y a un truc aussi qu'on m'a demandé, c'est est-ce que j'ai ressenti des effets négatifs? Alors oui et non, dans le sens où j'ai eu des effets négatifs, mais ils étaient extrêmement passagers, et c'était en attendant d'avoir les effets positifs. Évidemment, quand tu te poses des questions sur toi, évidemment, quand tu creuses dans ton passé, évidemment, quand tu viens chercher des réponses dans des possibles traumas que t'as vécu, ça va faire mal sur le coup. Et mentalement, faut être prêt à accuser le coup. Au tout début du truc sur le shadow work, vraiment, je pleurais comme je n'ai jamais pleuré dans ma vie. Je suis pas quelqu'un qui pleure énormément, mais au tout début, je faisais que chialer. J'ai eu plus de crises d'angoisse d'ailleurs au début parce que me poser certaines questions, me confronter à des peurs que j'avais, et ça me faisait énormément réfléchir à ma situation. Mais par la suite... Ah! J'ai chez le dentiste. Mais du coup, ouais, par la suite, je sais que c'était des situations négatives qui m'ont permis d'accéder à des choses beaucoup plus positives derrière. Parce que quand tu vas pas bien, t'es obligé de passer par des étapes négatives pour accéder à du positif. Tu peux pas transitionner d'un état de zombie à un état extrêmement épanoui sans affronter ce qui t'a fait devenir le zombie au principe. Et est-ce que j'ai eu des effets positifs? Bah oui, enfin, je vais beaucoup mieux en général. Pour tous ceux qui veulent faire le shadow work et pour tous ceux qui veulent savoir toutes les questions, parce que j'ai pas tout mis en vidéo sinon la vidéo aurait duré 2 heures, j'ai mis l'Instagram de Ludivine dans la barre d'infos et je crois que je mettrai aussi toutes les questions dans la barre d'infos. Comme ça, si vous voulez répondre de votre côté, libre à vous. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker, partager, c'est un truc qui m'aide énormément. Beaucoup de gens disent que je suis sous-cotée sur YouTube et pour rectifier cette sous-cotation, il y a une seule méthode. Commentez, likez et partagez. Partagez en masse sur vos réseaux et c'est vraiment la seule méthode qui m'aide à toucher plus de gens. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Des bisous les crevettes et à la semaine prochaine. Bye.